Contre un petit mot de Madame Briand, adjointe à la culture de Pujol. Alors bonjour à tous, je ne vais pas être très longue. Tout d'abord, je voudrais bien excuser Monsieur Ventadou qui s'est pris un week-end familial, donc il ne peut être avec nous cet après-midi. Je vous remercie d'être aussi nombreux et pour Pujol, c'est vraiment une fierté de voir qu'on puisse se réunir autant de personnes pour un après-midi littéraire. Donc bien évidemment, nous remercions encore Romain de cette initiative qu'il renouvelle régulièrement. On se demande comment il peut attirer de telles personnalités à Pujol. Il doit avoir un avec de l'argent. Il faut augmenter les budgets pour l'année prochaine. En tout cas, on le remercie beaucoup, Monsieur Etienne. Je vous remercie beaucoup aussi de votre présence ici. Et je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi à la Maison du Jouet Rustique pour une rencontre littéraire qui est la dernière pour cette année en ce qui concerne la bibliothèque de Pujol et une rencontre qui a lieu dans le cadre du festival Lettres du Monde. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce festival, il existe depuis une vingtaine d'années, c'est la 19e édition. C'est un festival international qui est itinérant et chaque année, au mois de novembre, une vingtaine d'auteurs venus du monde entier, de plusieurs continents, sont accueillis dans la région et vont dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, universitaires, pour rencontrer le public. Donc cette année, c'est une quarantaine de villes qui sont concernées. Donc ça va de la grande ville Bordeaux jusqu'à des plus petits villages comme Pujol. C'est dans ce cadre que l'année dernière, nous avions eu la chance d'accueillir Antoine Desjardins, pour celles et ceux qui étaient là et qui s'en souviennent. Donc pour que finalement vous vous installiez dans vos têtes ce rendez-vous et vous dire, au mois de novembre, chaque année, j'ai la possibilité, dans toute la région, d'aller rencontrer des auteurs. Vous précisez également que 2 autres rencontres ont eu lieu dans l'agglomération du Grand Villeneuvois depuis le début du festival. Samedi, la bibliothèque de Villeneuve a accueilli Laura Mancini, une autrice italienne qui est venue présenter son premier roman publié aux éditions Agulot. Et ce matin, c'est à la bibliothèque de Casseneuil que vous aviez la possibilité de rencontrer Mariam Majidi, une autrice d'origine iranienne. Voilà. Donc je voudrais remercier la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois qui a permis l'organisation de ces 3 rencontres et de la rencontre de cet après-midi avec notre invité, Sébastien Rutès, qu'on a le privilège de recevoir à Pujol et qui a parfaitement sa place dans un festival international, dans le festival Lettres du Monde, parce qu'il est spécialiste de la littérature latino-américaine. Il est également écrivain, bien sûr, on va parler cet après-midi de ses romans. Et Sébastien est également traducteur depuis l'espagnol, et notamment d'auteurs latino-américains. Et son dernier roman, Pas de littérature, a pour personnage principal un traducteur, ou en tout cas quelqu'un qui se dit traducteur, on va en parler, une forme d'escroc littéraire. Donc voilà, on va pas mal parler de lettres du monde, de mots qui passent les frontières et de traduction cet après-midi. Donc un grand merci à toi pour ta présence parmi nous. Un grand merci à la librairie Livresse, qui est représentée cet après-midi par l'éclatante Laure, et auprès de qui vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, les livres écrits ou traduits par Sébastien à la fin de notre rencontre. Vous pourrez bien sûr, on va garder un temps à la fin pour poser des questions, pour intervenir. N'hésitez pas si vous avez des remarques lors de l'échange, n'hésitez pas à m'interrompre. Et je vais vous demander enfin, s'il vous plaît, de mettre en silencieux ou d'éteindre vos téléphones portables pour que, comme on est nombreux, qu'on soit le moins possible interrompu. Donc Sébastien, bienvenue. Ma première question, elle est finalement pour faire la transition. Au mois de septembre, on a eu la chance d'accueillir à Pujol sous la halle Stéphanie Delestré, qui est ton éditrice.
Et tu as déjà travaillé avec Stéphanie avant même que ton travail soit publié chez Gallimard, chez Albin Michel. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as une relation de travail depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette relation de confiance qu'il y a entre vous pour faire publier des romans, que ce soit les tiens ou des romans que tu traduis? Avant de te répondre, est-ce qu'elle a dit du bien de moi? Alors, c'est intégré dans la deuxième question. Tu vas voir. Bon, alors je suis obligé de lui rendre l'appareil. J'ai fait 4 romans avec elle, 2 chez Albin Michel, et puis j'ai été édité dans plusieurs maisons d'édition. J'ai commencé dans une petite maison d'édition, je suis passé chez Actes Sud, et ensuite avec elle chez Albin Michel, ensuite maintenant chez Gallimard. Donc, j'ai toujours eu une espèce de carrière fluctuante. J'étais très content quand elle m'a accueilli, Albin Michel, d'avoir quelqu'un qui me faisait confiance et avec qui je me disais il va y avoir une relation durable. Et puis elle a eu cette promotion soudaine. On lui a proposé de prendre la tête de la série noire chez Gallimard. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Pour une fois que j'arrivais à faire 2 romans d'affilée avec le même éditeur, ça en va. Mais elle a tenu à m'attirer avec elle. Et donc, j'étais très ravi de la suivre. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Donc, quand elle est venue, elle nous a dit qu'un des 3 livres qu'elle était le plus fière d'avoir édité depuis qu'elle fait ce métier, parmi les 3, il y avait celui-ci, chez Albin Michel, Monarque. Donc pour 2 raisons, sa qualité, et on va parler ensuite de son contenu, mais aussi parce que ce roman a une histoire particulière, c'est-à-dire qu'il y avait le projet pour toi de l'écrire à 4 mains avec un de tes amis, un écrivain mexicain, Juan Hernández Luna. Et alors je vais te laisser finalement nous raconter l'histoire de la publication de ce roman, de ce projet que tu avais avec un de tes amis proches. Oui, ce roman, il lui doit beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas existé, je pense qu'il n'aurait jamais été publié sans elle, sans Stéphanie de Lestrée, pour les raisons que je vais vous expliquer. Juan Hernández Luna était un ami à moi, écrivain mexicain, qui avait déjà une trajectoire assez longue au Mexique, de au moins 8 ou 10 romans publiés. Donc c'est un auteur reconnu, un peu plus âgé que moi. On était amis depuis assez longtemps et on s'est dit, il faudrait qu'on prolonge cette amitié en écrivant quelque chose ensemble. Alors on s'est lancé dans un projet de roman épistolaire. Lui vivait à Mexico, moi je vivais à Paris à ce moment-là. On s'est rencontrés 2 ou 3 fois pendant l'année et demie qu'a duré l'écriture pour mettre en place une trame, quelques personnages. Et ensuite on s'est lancé dans l'écriture comme une espèce de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on avait défini un de ses personnages, on avait défini le mien, et lui m'envoyait par mail une lettre de la part de son personnage, comme s'il s'adressait au mien, et moi je lui répondais. Et donc on a écrit comme ça pendant 1 an et demi à peu près, puis Juan est tombé malade, et puis finalement, au bout de quelques mois, assez rapidement, il est décédé. À un moment où on estimait avoir écrit à peu près un tiers de ce que devait être le roman final. En ayant des directions générales de là où on voulait aller, mais rien de très précis. C'est-à-dire que lui, il avait créé des tas de personnages, je ne savais pas où il voulait les emmener. Il avait des tas de brouillons, des scènes qu'il avait déjà écrites, parce c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, très vite, contraire de moi qui écris lentement, et puis lui il reprenait beaucoup après. Puis il avait tout un matériel de choses dont je ne savais pas exactement ce qu'il voulait faire. Et en plus, lui écrivait en espagnol, et moi en français. Alors, j'ai essayé, ça m'a pris quasiment 3 ans, j'ai essayé de reprendre tout ce matériel, et puis de construire quelque chose qui soit cohérent. Mais ça ne fonctionnait pas sans un regard extérieur. Je l'ai proposé à 1 ou 2 éditeurs qui ont dit c'est très bien, c'est formidable, il y a plein de choses très belles, mais il y a trop de travail à faire dessus. Et Stéphanie de Lestrée, à qui je l'ai proposé, elle m'a dit oui, il y a beaucoup de travail, on va le faire ensemble. Et elle m'a beaucoup facilité la tâche à ce moment-là. Alors j'ai écrit 5-6 versions différentes du roman. Elle a mis le doigt sur tous les points problématiques, dans ça c'est en trop, ça il faut le retirer. C'était très compliqué pour moi parce que les textes de Juan étaient ses derniers textes, donc ils avaient une certaine valeur de relique en réalité, c'est-à-dire que je voulais absolument tout garder.
et tout mettre dans le roman, alors qu'il fallait évidemment accepter d'en sacrifier un certain nombre à la cohérence du roman, à la qualité du roman. Et ça, elle a été capable de me dire ça c'est très bien, mais ça rend le roman trop compliqué, ça rend le roman illisible, il faut l'enlever. Elle m'a aidé à faire ce sacrifice-là, à couper des morceaux. Et puis je me suis retrouvé avec un texte à la fin de ces quasiment 5 ou 6 années d'écriture, qui était un patchwork, 2 chapitres en espagnol, 2 chapitres en français. J'avais dû vraiment faire des changements, certaines scènes qu'il avait écrites lui, qu'il avait situées dans les années 70 en Indochine. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il voulait à un moment donné emmener nos personnages dans un roman qui commençait en 1936. Dans les années 30. Comment il voulait l'emmener dans les années 70 en Indochine. Alors du coup, j'ai gardé la scène parce qu'elle était très bonne, mais je l'ai déplacée dans les années 40 en Afrique du Nord, par exemple. Donc c'est le genre de choses que j'ai fait. Des personnages qu'il avait construits lui, moi je me les suis appropriés, je les ai mis dans mes chapitres en français. Donc j'avais cette espèce de patchwork très compliqué, avec des textes, des chapitres en espagnol, mais j'avais fait certaines corrections en français, parfois en espagnol quand je pouvais, c'était des corrections simples, parfois en français, donc il y avait des phrases qui commençaient en espagnol, qui continuaient en français, reprenaient en espagnol, mes chapitres en français. J'ai traduit tout ça pour rendre ce roman-là. L'histoire ne s'est pas terminée là, parce que ce roman a ensuite été traduit en espagnol et publié au Mexique, avec un traducteur à qui... ça commence, première histoire de traducteur, on y va. Non, je ne vais pas casser du sucre sur le dos du traducteur, mais une chose tout de même, je lui avais dit, je lui avais expliqué la genèse de ce roman, et je lui avais dit, il y a des chapitres qui ont été écrits en espagnol, je voudrais qu'on les retrouve tels quels dans la traduction. Alors c'est un travail difficile parce que, comme je vous disais, il y avait des bouts de phrases, donc il fallait prendre des choses et les insérer dans sa traduction. C'était vraiment de la dentelle à certains moments. Et lui, non. Lui, il a considéré que c'était plus facile de tout retraduire du français. Donc il a fait un gros travail, j'en suis désolé pour lui, il a fait un gros travail, mais à la fin, je lisais le texte espagnol, je disais, mais non, c'est pas le ton de Juan, c'est pas les mots de Juan. Donc ça a été une petite bataille avec l'éditeur espagnol, enfin l'éditeur mexicain, que j'ai gagné, mais il a fallu que ce soit moi ensuite qui réinsère tous les... Donc ça m'a pris 3 semaines de boulot pour remettre des chapitres qui avaient déjà été écrits. Donc voilà, c'est de... Il y a cette phrase dans Monarque, page 329, « Il faut bien s'entendre pour créer ensemble, peut-être plus encore que pour s'aimer. Il faut se connaître, s'accepter, se faire confiance. » Voilà, sur ce travail... Ben oui. Pour nous, c'était le prolongement naturel de notre amitié. Je disais, la chose qu'on aime le plus tous les deux, c'est de la littérature. Tout le reste, on le fait ensemble, on voyage ensemble, on mange ensemble, on boit ensemble, on se saoule ensemble. Il faudrait qu'on écrive ensemble aussi. Ouais. Et évidemment, à ce moment-là, je n'imaginais pas ce que, émotionnellement, ça me coûterait. Mais surtout, pour moi, ça a été le lancement véritable de ma carrière. C'est le roman qui m'a permis d'accéder à Albin Michel, qui a été reconnu, donc pour ça je lui suis très reconnaissant. À la fois c'est le roman qui m'a fait découvrir, je crois, et moi j'ai appris énormément en travaillant avec Juan. Je crois que je me suis beaucoup amélioré pour la suite en le voyant faire. C'est quelqu'un qui avait une imagination débordante. Il fallait que je le canalise. Il n'aimait pas ça, il me disait arrête d'être français rationnel. Donc, le livre, on précise, voilà, il a été publié d'abord chez Albin Michel en grand format et il est aujourd'hui en format de poche. Donc sur son contenu, tu l'as dit, l'histoire commence en 1935 et on a un personnage, Augusto Solis, qui est affichiste, qui est donc un Mexicain, et il avait rencontré une actrice, je vais mettre des guillemets, allemande, qui est partie à Paris. Et donc, le roman commence comme ça, avec un envoi d'une lettre, où il va envoyer même plusieurs lettres à Paris, et il espère que ça soit cette actrice, Lorelai Luger, qui lui réponde. Et alors là, je te laisse nous parler un petit peu de la suite. Son interlocuteur, la personne qui va recevoir le courrier, ce n'est pas cette femme. Ouais, le roman commence par un quiproquo. Donc,
On avait créé ces deux personnages, lui un affichiste mexicain. Dans les années 40, le Mexique est la Mecque du cinéma avant Hollywood. Il y a beaucoup d'acteurs européens qui vont là-bas. Il a rencontré cette actrice allemande juste avant la guerre. Et elle part, elle lui donne une adresse à Paris, et qui est une fausse adresse, puisqu'on se rend compte au cours du roman qu'en réalité elle est actrice, modèle, mais qu'elle est aussi espionne allemande. Qu'elle travaille pour les studios, et ensuite on l'envoie travailler dans les studios à Hollywood, et elle sert de modèle au dessin de Blanche-Neige, au visage de Blanche-Neige. Et donc oui, lui envoie ses lettres et l'adresse qu'elle lui a donnée à Paris, et à cette adresse il y a un jeune commis de l'humanité qui vit seul avec sa mère, et qui, fasciné par la perspective exotique et à la fois différence de classe sociale et de culture, commence à lui répondre, et entre les deux se noue une amitié qui évidemment était le reflet de la nôtre. Et à partir de là, le Français va proposer au Mexicain de retrouver pour lui la femme qu'il aime. Et évidemment, vont tourner sur 3 générations, puisque le roman est constitué de 3 parties, et que la dernière, ce sont leurs petits-enfants qui essaient de reconstituer ce qui est arrivé à leurs grands-parents après la fin de la correspondance. Toutes ces 3 générations vont tourner autour de cette femme. Un roman sur le thème de la transmission de ce qu'on laisse, et on va laisser peut-être au lecteur la découverte de l'explication du titre, Monarque, avec ses papillons, qui est aussi une histoire incroyable sur des générations qui arrivent à voyager. Je le laisse au lecteur ou c'est comme tu veux. Non, comme tu veux. On peut l'expliquer. En tout cas, un extrait d'une beauté magnifique sur ce que font ces papillons. Les monarques, c'est une espèce de papillon d'Amérique du Nord, des gros papillons jaunes et orangés, là, qui vivent à la frontière du Canada, et qui vont se reproduire au Mexique. C'est-à-dire qu'ils traversent tous les États-Unis pour aller se reproduire exactement au même endroit, au Michoacán, au Mexique. Et ensuite, donc, ils se reproduisent et ils meurent. Et ensuite, la génération suivante repart vers le Canada. Mais en réalité, le voyage retour prend 3 générations de papillons. C'est-à-dire que c'est la 4e génération qui revient au Michoacán pour se reproduire là. Et on ne sait pas pourquoi ou comment la 4e génération sait où se rendre. Le mystère de comment ils savent où ils doivent revenir, parce qu'ils reviennent pratiquement au même endroit, dans la même forêt. Il y a l'explication scientifique qui n'est pas certaine, d'ailleurs. Ils ont dans les antennes des espèces d'horloges circadiennes qui leur permettent de se repérer dans l'espace, mais on pense aussi que c'est l'accumulation de milliards et milliards de cadavres de papillons au même endroit qui crée une espèce de... Donc ce qui est fascinant, c'est qu'ils se rendent à l'endroit de la mort et à l'endroit où ils vont mourir pour donner la vie. Donc ça crée une espèce d'idée de cycle qui nous servait de métaphore. Page 350, 351, un extrait, savourez-le, profitez-en. Alors dans le poche, je ne sais pas si c'est ces pages-là. Alors dans Monarque, j'ai relevé une phrase où il est dit: de Zapata au sous-commandant Marcos en passant par le Santo, on aime les justiciers dans ce pays où la justice n'existe pas. Donc le pays en question, c'est bien évidemment le Mexique, où se déroule l'action du premier roman que tu as publié dans la collection La Noire de Gallimard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman noir qui s'inspire d'une histoire vraie, d'un fait réel, survenu à Guadalajara en 2018, et comment ça a inspiré ton roman? Oui, donc Mictlán s'inspire d'un fait divers. Guadalajara, c'est une grande ville du centre-nord du Mexique. Et dans une banlieue très très pauvre, des gens qui habitaient là ont retrouvé un semi-remorque en panne, embourbé sur un terrain vague. En réalité, c'est l'odeur qui les a attirés. Et ils ont découvert à l'arrière du semi-remorque en panne 157 cadavres dans des sacs noirs. Alors au Mexique, 157 cadavres, c'est quasiment pas une nouvelle, c'est monnaie courante. Mais en l'occurrence là, ce qui était intéressant, ce qui a fait la une des journaux, c'est que ces cadavres avaient été placés là par le gouverneur de l'État de Guadalajara, puisque la morgue contenait, je crois, il y avait 44 places dans la morgue de la ville, et il y avait
plus de 700 cadavres. Non, il y avait 77 places dans la morgue et il y avait 440 cadavres qui s'accumulaient là. Au Mexique, la loi dit qu'on ne peut pas incinérer ou se débarrasser des cadavres des victimes de morts violentes tant que les enquêtes ne sont pas terminées. Et au Mexique, la statistique, c'est qu'il y a 1% des enquêtes qui aboutissent. Donc ça fait beaucoup de cadavres en attente. Ça s'empile. Voilà. Et donc alors la solution qu'avait trouvée ce gouverneur, mais il n'est pas le seul, hein, ça s'est passé dans d'autres États aussi, c'était de louer des camions réfrigérés et d'entasser. Donc il en a loué 3. Et puis les a mis dans une espèce... Alors, ils avaient construit une nouvelle morgue avec plus de place, mais les voisins n'étaient pas contents. Ils ont déplacé les camions pendant un moment en attendant de résoudre le problème de la morgue. Et puis en déplaçant au fur et à mesure les camions, ils en ont perdu un, tout simplement, qui s'est retrouvé là, sur ce terrain vague. Il est tombé en panne, et puis évidemment, le cadavre... Alors, une amie mexicaine à moi qui m'appelait, me téléphonait pour tout à fait autre chose, m'a raconté cette histoire, et j'ai trouvé tellement impactante, et j'ai immédiatement vu le roman. Et je me suis mis à écrire le lendemain, chose qui ne m'arrive jamais. Et j'ai écrit 8 heures, je crois, le lendemain, et les jours suivants, parce que j'ai immédiatement vu la forme du roman. C'est-à-dire que le fait divers n'est que le point de départ, puisque moi j'imagine le voyage du camion avant d'arriver là. J'imagine les 2 conducteurs dans la cabine avec ces 157 cadavres. J'imagine un scénario un peu différent, qu'il y a un gouverneur, il y a des élections qui vont arriver. Le gouverneur, comme beaucoup au Mexique, s'est fait élire sur des promesses de sécurité. Et il faut cacher, ça fait un peu tâche dans son bilan, 157 cadavres. Donc il dit, le meilleur moyen de les cacher, c'est de les mettre en mouvement. Donc il trouve 2 chauffeurs et il leur dit, vous roulez tant que les élections ne sont pas passées, en rond dans le désert. Avec la consigne de ne jamais s'arrêter, sinon la menace c'est de faire 159 cadavres au lieu de 157. Donc, sauf pour faire le plein et puis pour se restaurer. Et donc ils tournent en rond dans le désert et ils conduisent. Et j'ai imaginé cette situation-là. Et donc en imaginant ça immédiatement, j'ai tout de suite vu la forme du roman. Et je me suis dit, tant que ces 2 types sont enfermés dans le camion et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, je vais faire la même chose avec mon lecteur, et donc je ne vais pas arrêter les phrases. Et donc tant que le camion roule, il n'y a pas de point. Et quand il descend du camion, on revient à une narration normale. Alors du coup, moi j'ai dû l'écrire de la même façon. C'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire comme d'habitude, passer 1 heure à écrire, parce qu'il fallait que j'arrive au bout des phrases. Donc, les 4 premiers chapitres font 1 phrase chacun, ça fait en tout 60 pages peut-être, et ça je l'ai écrit peut-être en 1 semaine. Dans un souffle finalement. Ouais. Et après, j'ai pris beaucoup de temps, je suis revenu là-dessus, parce que évidemment il fallait créer dans ces phrases des effets de circularité, il fallait qu'il y ait des échos entre le début et la fin, enfin, j'ai beaucoup retravaillé ça, mais au début je me suis mis à écrire comme ça. Et c'est une vraie expérience de lecteur, parce qu'on a tendance à penser que quand les phrases sont longues, on a beaucoup parlé de l'anniversaire de Proust ces derniers temps, la lecture est plus difficile et plus ardue, alors que quand vous allez lire Mictlan, vous allez voir que ce premier chapitre, où il y a 4 phrases qui s'étirent peut-être, on est prisonnier, c'est haletant, on est dans un même souffle, et quand vous basculez sur un chapitre d'arrêt, de stop, vous avez des phrases très courtes, et vous avez au contraire l'impression c'est vraiment une expérience de lecture. Il fallait alterner un peu pour laisser au lecteur un peu de répit, quoi. C'est aussi pour ça que le roman est court, c'est pas une formule que je pouvais étendre et tirer à l'infini, puis il fallait des pauses, mais c'était vraiment l'idée de... Vous êtes dans la cabine et la seule façon d'en sortir, c'est de se jeter par la fenêtre, c'est de sortir au milieu d'une phrase. Et après, on ne peut pas reprendre la lecture. Et donc, ces 2 personnages, ces 2 chauffeurs, vieux et gros, ils sont très différents, ils ont des parcours différents, des expériences, des sentiments différents, et malgré tout, ils doivent cohabiter avec la mort, et surtout cohabiter entre eux, trouver le terrain d'entente pour ne pas mécontenter ce gouverneur. Oui, c'est la tension du livre, c'est que ils doivent vivre ensemble, ils doivent se supporter, parce qu'ils savent que si l'un d'entre eux, il arrive quelque chose à l'un d'entre eux, l'autre ne peut pas conduire 24 heures sur 24. Ils font déjà 12 heures chacun. Donc se débarrasser de l'autre ou avoir un problème avec l'autre, ce serait signer son propre arrêt de mort. Or on est dans le cadre d'un pays... alors,
c'est pas uniquement le Mexique, je dis jamais que c'est le Mexique, il n'y a pas de toponyme, j'ai agrégé des choses que je connais ou que j'ai vécues dans d'autres pays latino-américains ou de l'ère mésoaméricaine. Du Guatemala, il y a des choses qui viennent des maras du Guatemala, mais j'en fais une espèce de synthèse de la région. Mais on est dans un pays où toutes les relations interpersonnelles sont vérolées par la corruption et la violence. C'est-à-dire que les liens sociaux se délitent et l'autre n'est toujours considéré que comme une menace. Il faut toujours se protéger de l'autre parce qu'il est toujours potentiellement l'agresseur. Or là, ils ne vont pas pouvoir fonctionner de cette façon-là. Donc ils vont être obligés tous les deux de refaire société. Dans un pays où la société les liens sociaux n'existent plus, eux vont être obligés à leur petite échelle de refaire société, c'est-à-dire de discuter, de redécouvrir l'humanité en l'autre, de s'apercevoir que l'autre n'est pas seulement une menace. Ouais. Tout en portant le poids de ces cadavres avec eux, c'est-à-dire le poids d'une histoire qu'ils ne comprennent pas, parce que tout ça est derrière eux dans des sacs, mais c'est le poids de l'histoire qu'ils traînent derrière eux sans la connaître en réalité. Et c'est vrai que voilà, on est dans un pays, peut-être même une région, où on entend beaucoup parler du sentiment d'insécurité. Là, on comprend rapidement qu'on est dans une dimension autre, et où finalement tous les personnages, tout le monde se comporte différemment dans son rapport à la vie, parce que la menace peut arriver à n'importe quel moment, et y compris dans le rapport à la mort qui est partout, qui touche tout le monde, avec des gens qui n'osent pas poser de questions, qui ne s'arrêtent jamais quand ils voient qu'il se passe, on parlait tout à l'heure à table des journalistes qui sont sans arrêt dans la crainte d'un assassinat s'ils enquêtent, s'ils fouillent un petit peu trop ces sujets-là, du narcotrafic notamment, mais pas seulement. Oui, j'ai pas voulu reconstituer le Mexique tel que je connais. Ce que j'ai essayé de faire passer, c'est la sensation, le sentiment, et notamment le sentiment d'insécurité, mais la vraie insécurité. C'est-à-dire que si vous voyagez au Mexique, on vous dit toujours n'allez pas voir la police, c'est la pire chose que vous puissiez faire, attention, ne montez pas dans les voitures des inconnus, ne prenez pas de taxi la nuit, il faut toujours se méfier de tout le monde partout. Et cette insécurité totale où on ne peut faire confiance à absolument personne, c'est ça que j'ai essayé de mettre. Pendant que j'écrivais, mon frère a vécu au Mexique pendant très longtemps, il est marié à une femme mexicaine, et ils sont tous, dans la famille, ils sont tous chauffeurs de taxi, de bus, de poids lourds. Et un des beaux-frères de mon frère, que je connais bien, pendant que j'écrivais, il conduit une camionnette dans la région de Cancún, et ils avaient commencé à travailler sur une nouvelle route vers un quartier qui venait de se construire. Et donc lui, il travaillait là toute la journée avec son van, et il a reçu un coup de téléphone. C'était un cartel. Et ils lui ont dit, bon voilà, voilà le deal, à partir d'aujourd'hui tu travailles pour nous. Ah bon, oui, voilà, tu vas voir tous les autres chauffeurs qui travaillent sur la même route, et tu vas prélever un écho pour nous, et c'est toi qui vas nous transmettre l'argent. Il n'y a pas le choix, quoi. C'est comme ça. Et alors, le beau-frère en question, ça s'est assez mal passé, enfin, il n'a pas réagi comme il fallait, et il y a eu un autre coup de téléphone, c'est mal passé. Troisième coup de téléphone, ils l'ont rappelé, ils lui ont dit, bon écoute, le deal a changé, bon, qu'est-ce que c'est le deal? Tu vas mourir. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux pas aller voir la police, tu peux pas aller voir l'armée, tu peux pas aller voir ta famille parce que tu les condamnes à mort, tous. Et donc il est parti dans la forêt, et il a passé 6 mois dans un autre état à attendre que ça se tasse. Alors la chance qu'il a, c'est que l'espérance de vie des narcos en général est très courte. Donc au bout de quelques mois, il est revenu. C'est comme les papillons, il attend la prochaine génération. Bah oui, c'est sûr que ça revient. Et il est revenu, et au bout de quelques mois, il a passé la frontière pour aller aux États-Unis. En 2 fois, parce que la première fois il s'est fait attraper, les passeurs l'ont mis dans une maison à la frontière, il a attendu 1 mois avec des dizaines d'autres gens enfermés dans une maison, que les passeurs arrivent à dire c'est bon, là il y a une opportunité. Ils ont passé la frontière, ils se sont fait attraper de l'autre côté, ils l'ont envoyé. Et bon, finalement la 2e fois il a réussi à passer. Mais ce que je voulais, c'était ça, c'était ce sentiment d'insécurité absolue. Il n'y a personne vers qui on peut se tourner.
soit parce que c'est encore plus dangereux, soit parce qu'on condamne à mort les gens qu'on aime. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'est pas habitués à ces choses-là. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre. Ces deux types-là, ils peuvent se fier à absolument personne, quoi. Même au monde autour d'eux, même le désert, les attaque, le paysage est un paysage prédateur. Et ce titre, on a expliqué le titre de monarque, peut-être un mot sur ce que signifie Mictlán dans la mythologie aztèque, expliquer aux gens qui ne l'auraient pas encore lu le roman, qu'est-ce que c'est le Mictlán? Oui, dans la mythologie aztèque, le monde est vertical et il y a plusieurs niveaux du monde du dessus et il y a 9 niveaux du monde d'en bas. Et lorsqu'on meurt, le corps descend et traverse petit à petit ces 9 régions et qui désagrègent le corps. Donc il y a des régions de pierre acérée où la peau est coupée, des régions de vent qui emportent les restes. Et le dernier niveau, tout en bas, Mictlán, où règnent les dieux de la mort, Mictlantecutli, qui est le lieu de la régénération de l'âme. Donc c'était l'idée qu'à la fois l'enfer est déjà là. Il y a 2 parties dans le roman. Quand il tourne dans le désert, c'est une partie complètement verticale, et puis tout d'un coup il y a une partie complètement horizontale, et tout d'un coup il y a une horizontalité. C'est l'idée que le désert est déjà là, ce qui dans la littérature mexicaine est une idée qui est très présente. Par exemple dans le grand roman mexicain de Juan Rulfo, Pedro Páramo, cette idée que le désert est déjà l'enfer, et qu'on est déjà dans l'après. Et l'idée d'accéder à l'oubli aussi. Et voilà. Et c'est la deuxième idée, effectivement, l'idée de la rédemption et de la renaissance possible à la fin du roman. Voilà. Et d'ailleurs ce mot oublié qu'on retrouve beaucoup, ceux qui vont lire ce chapitre avec ces phrases très longues, vous verrez, ça revient l'oubli, oublié. Donc un roman très, très bref et très noir, un roman très, très sombre, et finalement ton roman plus récent, pas de littérature, et aussi drôle, et il y a autant d'humour que de noirceur dans Mictlán. Donc ce roman qui a été... C'est lié, c'est une réaction à Mictlán. Une réaction, voilà, pour surprendre... oui. Non, pour moi. Pour toi, Ah, oui. Ça t'a fait du bien. Ouais, je me suis dit non, c'était trop. D'abord la noirceur. Non, d'abord la noirceur du truc, et puis la façon de l'écrire, comme je l'ai expliqué, c'était une espèce d'écriture en apnée, quoi. Et puis en plus, j'ai commencé à écrire. Mictlán est sorti un mois avant le début du confinement, donc j'ai commencé à travailler sur l'autre à ce moment-là. Le contexte, par ailleurs, je me suis dit non, il faut quelque chose qui soit drôle, qui m'amuse, et en même temps où je me sente bien. C'est-à-dire qu'il faut que je parle d'un sujet qui soit pour moi un sujet réconfortant, une zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Et pour moi, c'était la littérature. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose de drôle et qui parle de littérature tout le temps. Donc ce roman, pas de littérature, point d'exclamation. Le contexte, on se trouve à Paris, au début des années 50, donc qui est à la fois un contexte d'après-guerre, mais aussi de début de guerre froide et de concurrence, d'influence Est-Ouest. Et ton personnage principal, Gringoire Santon, est traducteur pour la série noire. Donc la série noire, on rappelle, qui a été créée en 1945 par Marcel Duhamel et qui a dirigé la collection jusqu'en 1977. Et qui était assez peu scrupuleux dans sa recherche de traducteurs, on va dire, rigoureux. Donc il traduit sous pseudonyme, pour que ça fasse un peu plus américain, c'est Gregor Santon, mais là je te laisse le plaisir de dévoiler aux gens la particularité qu'a ce personnage pour un traducteur. Ah oui, alors... Il travaille à la série noire en réalité parce que lui, il se considère comme un écrivain. Il a publié un roman avant-guerre qui n'a pas marché, qui s'intitule L'Urinoir. Tout lien avec mon roman La Vespasienne, évidemment, étant... il n'a pas marché. Et lui, il se considère comme auteur. Mais pendant la guerre... complètement par hasard, il est embarqué par les Anglais à l'évacuation de Dunkerque. En réalité, il est embarqué à la place d'un homonyme. Et il se retrouve en Angleterre. Et donc, à son retour en France, il passe pour un gaulliste et pour un résistant, ce qu'il n'est pas du tout. Il est uniquement un opportuniste, enfin quelqu'un qui s'adapte. Et lui, pendant la guerre à Londres, n'a fait que chercher les traces de Verlaine et de Valéry Larbaud, parce qu'il se prend pour un esthète. Mais on lui dit, bon...
tu as vécu à Londres, résistant, gaulliste, place à la série noire de traducteurs, que la série noire vient de se créer. Donc Marcel Duhamel crée la série noire en 1945 parce qu'il y a une mode des romanciers américains, parce que les soldats américains sont venus déjà avec leur pulps, leur littérature. Il se dit, Marcel Duhamel, bon, il y a une niche, et il propose à Gallimard de faire une collection qui commence tout petit, hein, deux romans par an les premières années, et puis 1950, 49, 50, ça commence à démarrer sérieusement. Mais bon, en réalité, mon traducteur ne traduit pas parce qu'il ne parle pas l'anglais ou très très peu. C'est là que tu voulais en venir, mais j'étais obligé de faire des préliminaires, des prolegomènes. Il fait traduire sa femme. C'est arrivé, hein. Je n'ai rien inventé à la série noire. Il y a une secrétaire de Marcel Duhamel, qui s'appelait Janine Hérisson, qui en parle, hein, qui dit, alors, il y avait des couples qui traduisaient. On sait notamment, c'est bien connu que Boris Vian traduisait avec son épouse. Mais Manchette, plus tard, avec sa femme. Oui, mais là, on savait qu'ils le traduisaient ensemble. Mais il y a aussi des cas où il n'y avait que le nom de l'homme sur la couverture, ou alors le nom de la femme avec celui de Marcel Duhamel, parce qu'il reprenait les traductions de femmes. Bon, on est dans un milieu extrêmement machiste, un milieu du roman noir, de testostéroné, quoi, l'histoire de gangsters. Et donc lui, il fait traduire sa femme, et il se contente de transcrire le résultat de la traduction en argot. Parce que Marcel Duhamel demandait à ce que ce qu'on appelait la méthode Duhamel, on pourra y revenir, il demandait à ce qu'on insère de l'argot, mais qui était une espèce d'argot désuet, parce que justement il fallait que tout le monde puisse comprendre. Donc, le but de l'argot, c'est justement le contraire, mais là il fallait que tout le monde puisse comprendre, il fallait un petit argot. Moi, mon personnage ne parle pas l'argot naturellement, alors le soir, il descend dans des bars malfamés avec un crayon et un calepin, et il note les mots qu'il entend pour nourrir ses retraductions. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc un traducteur non bilingue, et peut-être encore quelques mots sur, moi je l'ai beaucoup aimé, ce personnage de Gisèle, qui est d'une extrême patience avec finalement cet écrivain raté. Non seulement elle traduit les livres, mais c'est elle qui a un emploi et qui amène les revenus du couple. Elle s'occupe de toutes les tâches ménagères, et on comprend que c'est un véritable cordon bleu. Et on apprend après dans le livre qu'elle a même d'autres rôles. Donc ce personnage... Oui. On ne peut pas dévoiler l'intrigue, mais c'est elle qui tire les ficelles. Quoi. Mon personnage est un velléitaire. Quoi. Il voudrait être ce qu'il n'est pas, il pourrait être un grand auteur, et il n'y arrive pas, mais elle l'aime, alors elle essaie de le pousser, mais elle essaie de l'encourager, de le pousser vers là où elle a envie de le mener. Et elle est la voix de la raison, parce qu'elle lui dit... tu as tes entrées à la série noire, la collection commence à bien marcher, et écrit un polar américain. Quoi. Lui dit non, pas un polar américain. Lui, il se prend pour Valéry Larbaud, il Proust, il veut écrire un grand roman. Et puis surtout, alors on est en avril 1950, c'est le moment où l'engouement d'après-guerre pour les Américains commence à tourner. C'est-à-dire le vent tourne, il y a le plan Marshall, l'OTAN, on commence à avoir un peu marre des Américains. Les intellectuels français lancent, Aragon et les autres, les batailles culturelles pour essayer de contrer l'influence américaine. Avec le plan Marshall, il y a eu les accords signés par Bloom, qui disaient qu'en échange de l'aide, il fallait un quota de films américains, c'était 20%, je crois, dans les cinémas français. Donc il y a un mouvement de rejet de l'américain parmi les intellectuels français, et lui, qui en réalité ne côtoie pas les milieux intellectuels, mais fait le mouton, il est anti-américaniste. D'autant plus que Gisèle avait un premier mari. Oui, ça c'est l'autre raison. Pour lui, c'est une raison culturelle, mais en réalité, c'est une raison, c'est de la jalousie. Et puis surtout parce qu'il est traducteur pour la série noire, et il a honte d'être le cheval de Troie de l'américanisme. Quoi. Donc il dit absolument pas américain, donc il ne veut pas écrire sur les États-Unis, mais elle le pousse. Et c'est elle qui lui dit... écrit un roman américain, moi j'y connais rien, évidemment il ne veut pas qu'elle l'aide parce qu'il sait qu'elle a une connaissance qui vient de son mari précédent, mais elle lui dit trouve un américain, c'est pas ça qui manque, il y a beaucoup de GI qui sont restés après, trouve-toi un américain pour nourrir ton imaginaire et te donner des idées de romans. Et c'est ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il commence à
à arpenter les bars et puis essayer de se renseigner auprès d'Américains, puisque jusqu'à présent, il s'en fichait. Il faisait ses traductions sans le moindre intérêt pour la réalité de... D'ailleurs, c'était ce qui se passait dans la série noire à l'époque. Ce qui était vraiment l'Amérique, la culture américaine ne comptait pas. Il fallait parler de la France en réalité plus que de l'Amérique en traduisant. Donc une fois que Gisèle a, elle, fait la traduction consciencieuse, rigoureuse, Gringoire reprend. Alors l'intérêt aussi du roman, c'est que vous avez les deux. Vous avez la traduction officielle, la bonne, celle de Gisèle qui parle l'anglais, et puis ensuite Gringoire va se charger de transformer ces passages-là avec deux choses. Il y avait deux méthodes finalement pour transformer ça en un produit série noire calibré. Il y avait de faire des coupes parfois grossières, on enlevait des paragraphes, voire des chapitres. Tout ce qui était philosophie, littérature, gamberge, ça devait être effacé au profit de ce qui est action, et plutôt de l'action violente. Et puis, tu l'as dit, ajouter à cela en plus de l'argot. Ce qui veut dire que le lecteur français, l'acheteur français, il avait finalement acheté un livre qui n'avait absolument rien à voir avec celui de départ. Et ce qui illustre parfaitement cela, c'est les titres. Donc, le titre du roman que traduit Gringoire avec sa femme au départ, c'est Fiction Murders. Et au final, le titre français sera J'en parlerai à mon cheval. Oui, parce que c'était ce qu'il faisait. Il y a des exemples fameux. L'exemple le fameux de Raymond Chandler en 1950. Raymond Chandler a écrit un roman qui s'appelle The Little Sister. Donc je pense que tout le monde, vous êtes capable de traduire le titre naturel de ce roman. Dans la série noire, ça a donné, je ne sais pas si quelqu'un là, parmi les fidèles de la série noire, fais pas ta rosière. Donc, il y avait tout un cahier des charges, y compris en nombre de pages. Ouais. Voilà. Il fallait que ça fasse entre 180 et 250 pages. Donc de toute façon, il fallait couper. Mais ce que voulait Marcel Duhamel, il avait vraiment l'idée de faire une collection populaire, c'est-à-dire qui vende beaucoup, et pour ça, il fallait que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc tout ce qui pouvait entraver la compréhension et la lecture, il fallait l'enlever. Donc ne serait-ce que les références américaines, c'est pour ça que je disais que l'Amérique, on s'en fiche. Tout ce qui avait trait à la politique américaine, même les noms de lieux, il fallait les enlever. Les critiques ont dit déshistoriciser le roman et le rehistoriciser, le replacer dans un contexte français. Il fallait enlever tout ce qui pouvait ralentir la lecture, donc les personnages ne devaient pas avoir de passé, tous les flashbacks on enlève, évidemment pas de vie amoureuse, pas de sexualité, pas de sexualité explicite parce que censure, mais par contre du sexy, quoi. Rajouter de l'humour. Au maximum. Enfin, vraiment, c'était une... Et puis la langue, il y a des exemples incroyables. Bon, je repense tout, il y a un article de Michel Lebrun en 1982, je ne sais pas si tu vois cet article, dans lequel il compare plusieurs traductions de Chenet, et notamment celle de Boris Vian. Et il prend une métaphore pour expliquer cette histoire qui en tout cas pour moi explique bien cette histoire de rehistoricisation. Et il dit d'une femme qu'elle avait une silhouette à faire passer Marie-Antoinette pour un fronton de Hollande. Alors évidemment, Peter Chenet n'avait jamais entendu parler de Marie-Antoinette. Et en tout cas, il est probable que Marie-Antoinette n'était pas pour lui un modèle de beauté, quoi. Et puis la comparaison avec le fromage, bon, pas besoin d'expliciter en quoi c'est culturel. Donc il fallait vraiment mettre de la culture, il fallait que ça parle, la culture française, il fallait que ça parle aux lecteurs français. Alors, évidemment, tous les romans n'ont pas été traduits, charcutés de cette façon-là. Il y a des traductions. Stéphanie Delestret serait très mécontente si elle m'entendait dire tant de mal de ces traductions, parce qu'il y en a qui sont correctes. Le même Michel Lebrun se demandait, la série noire aurait-elle connu autant de succès si les traducteurs s'étaient montrés fidèles au texte d'origine, et l'idée que finalement ce sont devenus des objets littéraires. Oui, c'est dans le même article qui dit ça. Il reprend tout, il dit hop, un zeste d'almanach Vermeaux. Il reprend tout ce qu'il devait faire. Mais oui, c'était une sorte de réécriture. L'idée, c'était que
il fallait que quand un lecteur achète un volume de la série noire, il sache exactement ce qu'il allait trouver, qu'il ne soit pas surpris. Donc c'est pour ça qu'on n'achetait pas un Chenet ou un Kane, on achetait un roman de la série noire, pour fidéliser au maximum le lecteur, et donc ça tirait à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc y compris les premiers auteurs français publiés dans la série noire, ils écrivaient sous pseudonyme pour faire plus américain. Ouais, mais c'est pire que ça. Moi, c'est pour ça que ça m'intéressait, parce que pour moi, c'était un terrain de jeu littéraire formidable. Marcel Duhamel, il était prêt à tout pour vendre sa collection. C'est-à-dire qu'il propose à Gallimard cette collection-là, à faire de l'américain, et les 3 premiers bouquins qu'il publie, c'est James Hadley Chase et Chenet, c'est des Anglais. Les 3, c'est des Anglais qui se font passer pour des Américains. Ils écrivent avec un dictionnaire de slang. Il y en a un des 2, je ne sais plus lequel c'est, qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Et à un moment, Gringoire, qui a l'espoir de devenir le premier auteur français dans la série noire, il découvre que Thierry Stewart et John Amila, c'est des auteurs français qui ont, pour Jean Meckert, pour John Amila. Non, c'était un jeu de miroir. Enfin, pour moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était le jeu de miroir que ça me permettait. Enfin, c'est vertigineux. Il y a le cas de Boris Vian qui est incroyable, alors qui est bien connu, une partie de l'affaire est bien connue. Vous savez qu'il écrit J'irai cracher sur vos tombes sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Donc, il se fait passer pour un auteur américain. Mais ensuite, vous savez qu'il a des problèmes avec la justice, pour 2 raisons. D'abord, on l'accuse d'outrage aux bonnes mœurs, et notamment parce que on retrouve un exemplaire de J'irai cracher sur vos tombes sur la table de nuit d'une femme qui a été assassinée par son amant. Donc il y a tout un problème là, mais en réalité, là où il a vraiment des problèmes, c'est avec le fisc. Parce que s'étant fait passer pour le traducteur, il ne touche pas de droit d'auteur. Enfin, il n'a pas déclaré ses droits d'auteur. Donc le fisc lui réclame de l'argent. Alors que fait Boris Vian? Il trouve l'idée d'écrire un faux original en anglais. Et donc il se met à écrire l'original de... Enfin voilà, c'était tous ces jeux-là, une vaste fumisterie, mais qui donne des résultats formidables. Alors, parce que peut-être qu'elle nous écoutera, moi je me mets à la place de Stéphanie Delestré qui reçoit ton manuscrit, et je me dis, alors est-ce que c'est un hommage à la collection que je dirige, à la mythique série noire, ou est-ce que finalement c'est ils se foutent de notre gueule, c'est un pastiche complet, et on sent que toi tu t'amuses à faire un petit peu les deux, à rendre hommage à cette époque où les ventes c'était incroyable, et même la quantité de titres qui étaient publiés, c'était industriel la série noire. Oui, non, mais c'est pas... Alors, d'abord, moi, j'ai jamais été un grand lecteur de la série noire. Donc, j'ai pas un avis très tranché avant d'écrire ce roman. Ce qui m'intéresse, comme je disais tout à l'heure, au moment de commencer l'écriture, c'est d'écrire sur la littérature. Et je me suis dit, je veux parler de littérature au maximum, je veux que tout le monde parle de littérature, je veux qu'il y ait de la littérature partout, que tous les personnages puissent parler de littérature. C'est là que je me dis, le début de la série noire me donne cette possibilité-là, ce terrain de jeu-là. Mais le but, enfin le sujet, c'est pas la série noire pour moi. S'il y avait eu une collection qui avait eu le même type de pratique de traduction, de masque, d'usurpation que la série noire, mais c'était une série de science-fiction, j'aurais peut-être écrit un roman de science-fiction. Donc j'ai pas un avis tranché. Mais par ailleurs, à chaque fois que je présente le roman, je suis obligé de finir par défendre moi-même les traductions de la série noire de cette époque. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles ne sont pas fidèles qu'elles ne sont pas intéressantes à lire. Ouais. J'utilise toujours une métaphore pour ça. Donc j'habite à Londres, et à Londres il y a un parc qui s'appelle Crystal Palace, dans lequel il y a des statues géantes de dinosaures. En pierre, vraiment énormes. Et c'est des trucs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des trucs avec une espèce de crocodile géant, avec des écailles, ressemblent à des dragons. Ils ont été construits en 1854 pour une espèce d'exposition universelle. Et donc, ce sont des dinosaures qui ont été reconstruits, qui ont été créés sur la base des connaissances paléontologiques de l'époque. Et ils ressemblent à des dragons. Des trucs qui sont à 4 pattes, ils ont des pointes sur le dos. Et on sait aujourd'hui évidemment que les dinosaures ne ressemblaient absolument pas à ça. Mais ils sont à Crystal Palace, sur cette île au milieu du lac, on va les voir, on emmène les enfants, il y a un parc de dinosaures autour, super, c'est très beau. Mais on continue à aller les voir. Mais on ne va pas les voir, comme à l'époque, comme des reproductions fidèles, réalistes de ce qu'étaient les dinosaures, on va les voir comme des créatures mythologiques, comme des monstres.
On va les voir. Mais pour moi, c'est la même chose avec ces traductions. On les relit comme des créatures mythologiques. À partir du moment où on sait ça, très bien, si on en tire du plaisir, alors il n'y a rien de coupable à ça. Je te cite, tu dis « Après tout, la série noire n'était peut-être qu'une grande farce, une entreprise éditoriale surréaliste de grande ampleur, un complot avant-gardiste destiné à miner les fondements de la littérature française. De faux Américains britanniques, des Français sous pseudonyme, de fausses traductions, des originaux apocryphes, des auteurs traducteurs. La collection était finalement à l'image du monde nouveau, un collage de cultures, un pot pourri polyglotte, un palimpseste permanent, un work in progress. » Donc l'idée que voilà, il n'y avait plus finalement de texte, l'aspect aussi sacré du texte, que tout est tout le temps en mouvement et que la littérature voyage, les mots voyagent et que les cultures aussi ne sont plus... Ouais. L'idée pour moi qu'il y a derrière, c'est l'idée que je me fais du monde en général. C'est-à-dire je crois qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien de permanent, il n'y a pas d'absolu et que tout est pris dans le mouvement. Et je crois que la littérature, parce que le langage est polyphonique, parce qu'il est intertextuel, dialogique, est la meilleure représentation de cette impermanence du monde. La littérature rend le mouvement. Quand on traduit, on comprend très vite qu'il n'y a pas d'équivalence entre les mots, entre une langue et une autre, que tout est question d'adaptation, de mouvement. Il y a un essai très célèbre qui s'appelle « Après Babel » de Steiner, dans lequel il dit « La langue est la représentation la plus précise du concept d'Héraclite. » On ne se baigne jamais dans le même fleuve, on ne lit jamais le même texte. C'est-à-dire que le même texte, la même phrase, si on la lit à des moments différents, dans des contextes différents, ce n'est pas la même chose. Donc pour moi, c'est la meilleure métaphore de ça. Et la série noire, à cause de tout ce qu'on a dit, ce que tu viens de lire, c'était une métaphore parfaite. Et en plus, ça rajoutait la question de la traduction à la question de la langue, qui me permettait de mettre ces problématiques-là au carré. C'est-à-dire, ça touche, pour moi, qui suis un lecteur de littérature latino-américaine, et particulièrement fasciné par Borges, l'idée de la littérature sans auteur, l'idée que la littérature est un flux qui traverse, que l'art, mais la littérature est un flux qui traverse les auteurs, qui les dépasse, ça me plaisait beaucoup. Et ça, c'est une sorte de mise en pratique involontaire de l'idée de littérature sans auteur. Et donc, après cela, ton personnage de traducteur, Gringoire, à force de traîner dans les bars, il va être mis en relation via des intermédiaires avec un Américain, un vrai, cette fois, le Sachem, qui lui... Ah non, il n'est pas américain. Non, il n'est pas américain, le Sachem. Oui. C'est pour ça qu'il est surnommé le Sachem, justement parce qu'il est anti-américain. Qui veut faire appel à lui pour écrire ses mémoires. Oui. Non, en réalité, il trouve un faux Américain. Alors vous voyez, vous verrez, s'il y a deux intermédiaires avant cette rencontre. Qui lui présente un truand français qui cherche à retrouver le biographe du Sachem. Parce qu'il a peur que le Sachem fasse des confidences, et donc ils veulent retrouver le biographe. En réalité, en se faisant passer pour les hommes du Sachem qui recherchent le biographe. Et donc, Gringoire retrouve le biographe, et ça se passe mal, et il doit prendre la place du biographe du Sachem. Voilà. Ça, et... Oui, non, parce qu'il y a une histoire qui est une histoire construite comme un roman de la série noire de l'époque. C'est-à-dire avec des péripéties qui vont très vite. Et il va se retrouver justement pris dans un engrenage où finalement il va être dans un milieu de truands, de gangsters, et avec finalement cette fois-ci de l'action et de la violence comme dans les séries noires de l'époque. Oui, ben je joue parce que la série noire, parce que cet arrière-plan-là, je joue sur la mise en relation du monde littéraire, du monde éditorial et du monde de la pègre. Ouais. Et donc les deux parce que c'est dans le projet général du roman de dire il n'y a pas de frontière entre les genres, il n'y a pas de frontière entre les représentations du réel et le réel, et donc il n'y a pas non plus de frontière. Mon personnage du traducteur est un personnage intermédiaire. Il est au milieu de tout un tas de choses, et il n'y a pas de frontière donc non plus entre les classes sociales, le bas, le haut, ou entre les mondes.
Et le Sachem est celui qui représente le plus ça, notamment littérairement, parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime, il métaphorise le monde de la pègre par le vocabulaire de l'analyse littéraire, ou le monde de l'édition par le monde de la pègre. Donc les traducteurs, longues analyses sur les traducteurs comme maquilleur d'auto, enfin des choses comme ça. Et lui, il fait systématiquement le lien entre les deux. Et moi, j'essaie de tenir, c'était l'enjeu du bouquin, j'essaie de tenir ces deux fils-là, à la fois de l'analyse, enfin de la réflexion sur la littérature et sur la traduction, comme on vient de le dire, et en même temps, un vrai roman de policier, un vrai roman d'aventure. Et donc, en même temps que tu as terminé ce livre sur la traduction et sur un traducteur peu scrupuleux, tu travaillais toi-même à la traduction d'un roman, d'un auteur argentin, Juan Sasturain, un roman qui vient d'être publié dans La Noire au mois de novembre, qui s'appelle Le Dernier Hamet. Donc là, on imagine que finalement, toi, tu as été bien plus rigoureux pour ce livre qui rend hommage à un grand auteur du roman noir. Peut-être, voilà, pour en parler un petit peu, nous parler du livre, mais peut-être d'abord rappeler qui était Dashiell Hamet. Oui, parce que alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce roman, La Pas de littérature, est publié dans La Noire, il parle de la série noire. Et en même temps, je traduisais cet auteur qui parle d'un auteur de la série noire, et le roman est publié dans La Noire aussi. Enfin, tout ça se recoupait. Et évidemment, ça a nourri en partie de ma réflexion et mes références pour écrire. Tu faisais les deux en même temps ? Il y a des périodes où tu faisais... D'accord. Ouais. Et du coup, alors pour ça, par exemple, il a fallu que je relise tout d'Achille Hamet, il a fallu que je lise des biographies, il a fallu que... Donc, ça m'a donné de la matière dans laquelle j'ai pu puiser aussi pour ça. Alors, Juan Sasturain, c'est un auteur argentin qui a publié dans les années 90 3 romans à la série noire, qui étaient vraiment emblématiques du néo-policier latino-américain de l'époque, et qui, entre-temps, a pris une dimension... c'est maintenant un intellectuel argentin de premier plan, il est directeur de la Bibliothèque nationale, comme l'était Borges en son temps. Et il a cette obsession pour Dashiell Hamet, et donc pendant 20 ou 25 ans, il a écrit pour des revues des textes sur Dashiell Hamet, soit des textes, des analyses, soit des textes biographiques sur des moments de la vie de Hamet, soit des textes d'imagination. Par exemple, il a écrit des textes dont il supposait, pour prétendre que Dashiell Hamet s'en était inspiré. Par exemple, alors dans Le Faucon maltais de Hamet, il y a un chapitre où le personnage raconte une histoire d'un type qui, du jour au lendemain, décide de partir de chez lui, d'abandonner sa femme, ses enfants, disparaît, et ensuite il revient s'installer juste au coin de la rue, mais il ne leur dit jamais où il est allé. Et donc, c'est une espèce d'allégorie dans le roman. Et donc, Sasturain, lui, a imaginé des textes derrière. Il a écrit, il a fait publier un apocryphe de textes chinois du 5e siècle, où il y a une histoire comme ça. Et donc, ça au cours de 20 ou 25 ans. Et un jour, il a repris tout ce matériau, et il en a fait un roman de 700 ou 800 pages, qui est un roman extrêmement complexe au niveau des rapports intertextuels entre les niveaux d'écriture, et notamment parce que, vous savez, Dashiell Hamet va en prison pendant quelques mois parce qu'il refuse il était communiste, il refuse de donner à la commission McCarthy une liste de noms de gens qui ont donné de l'argent pour soutenir des prisonniers. Donc il fait quelques mois de prison, et en sortant, il ne publie plus jamais de romans. Mais il essaie quand même d'écrire un dernier roman, et on a son dernier roman inachevé, ça fait 60 pages, ça s'appelle Tulipe, et c'est quelque chose d'extrêmement différent de ces romans. C'est pas un roman de détective, c'est pas un roman policier, un roman très intérieur, dialogue. Et donc ce que fait Juan Sasturain, c'est qu'il prend ces 60 pages, et au début de son roman, il les glose, et il en fait 150 ou 200 pages, en les développant, en rajoutant des choses, en faisant des flashbacks, des allusions, pour ensuite continuer l'intrigue qu'il crée lui-même. Donc alors il y a c'est tout un feuilletage de textes. Alors, donc évidemment, ça entretient des rapports avec ce que je disais, de ce que j'ai fait moi, enfin ce que j'ai essayé de faire moi. Ouais. Et il vaut mieux avoir lu Hamet avant de se lancer dans ce roman, ou est-ce que finalement il faut le lire comme un roman et se dire c'est... Non, il faut le lire comme un roman. C'est pareil, les références c'est toujours la même chose. Si c'est bien fait,
Celui qui comprend les références a un petit plus par rapport à celui qui ne les comprend pas, mais elles ne doivent pas être nécessaires. Comme moi, ce que j'ai fait, c'est bourrer de références, de clins d'œil, mais si elles sont là pour entraver la lecture, c'est inutile, quoi. Il faut que ce soit juste la cerise sur le gâteau si on les attrape. Sinon, là, c'est pareil. Non. Ouais, non. S'il fallait, toi c'est pas pareil, tu es bibliothécaire, il faut que tu fasses ton boulot là. Non, mais c'est toujours intéressant. C'est vrai que oui, les références, quand on arrive à les attraper. Moi, pas de littérature, je l'ai lu 2 fois, je l'ai relu cette semaine. Visiblement, il va falloir que je le lise une 3e fois. Et après avoir lu des entretiens que tu as donnés, qui expliquent le nom du personnage, on prend d'autant plus de plaisir d'avoir des clés. Tu ne devrais pas lire les entretiens. Parce que quand un auteur est obligé d'expliquer lui-même les références, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. On sent quand même que dans tes livres, il y a des clés, notamment dans Pas de littérature, il y a des clés qui peuvent être utiles, et que le plaisir est d'autant plus grand qu'on va avoir des échos à l'histoire de la série noire. Je crois que ça renforce la thématique générale. C'est-à-dire si on les allusions, si on les décrypte, elles renforcent ce que l'on, j'espère, comprend par ailleurs dans le roman. Mais elles ne sont que ça. Elles corroborent, quoi. Il y a des tas de noms d'auteurs, parce qu'on cite dans le roman, on cite des auteurs américains. Et très souvent, j'ai inventé ces auteurs et j'ai traduit des noms d'auteurs français en américain, mais j'ai donné de mauvaises traductions, parce que l'idée c'était d'incarner la mauvaise traduction dans la forme du roman. Tu vois, donc mon ami Jean-Hugues Oppel, il apparaît là-dedans comme John H. Dodge. Dans une voiture, ou Jean-Bernard Pouy, qui est un copain aussi, apparaît comme John B. Pouy. Pouy, qui en anglais veut dire cracra, quoi. Mais c'est juste parce que j'ai voulu mettre. C'est pas pour faire des clins d'œil, parce que j'aime pas le clin d'œil, tout ça, on est copains. Mais c'est pour mettre dedans de mauvaises traductions, comme les titres dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, si tu comprends ça, ça t'apporte un petit complément à ce que le roman dit de la traduction, du rapport à l'originalité et de l'absence de fidélité, de l'inutilité de la notion de fidélité en littérature. Et ça ne fait que corroborer ça, quoi, je crois. Donc moi j'aurais une dernière question, mais dans le public, est-ce que vous avez des remarques, des questions à poser à Sébastien, que vous ayez ou non lu un de ses livres, ou voire d'autres romans publiés? J'ai une question. Votre camion frigorifique qui tourne en rond en attendant des places? Non, ils ne doivent pas s'arrêter. Non, en attendant la fin des élections. D'accord. Bon, à un moment, il y a un voyant qui se met à clignoter et qui alarme. Non, mais évidemment, ça se passe mal, parce que sinon, le roman ferait 3000 pages, il continuerait encore, quoi. Ça serait dans Je fais une suite, après. Oui. J'ai pas lu le livre. Je suis venu parce que mon amie Jacqueline Lapeyre m'a téléphoné ce matin qu'elle est là. Je suis venu un peu en retard. Mais je suis venu aussi parce qu'elle m'a dit que dans l'épigraphe du livre, il y avait une citation de Georges Brassens. Pourquoi Brassens? Ah oui, oui, c'est vrai. Je suis rassuré, je suis pas le seul à avoir appris des choses. Non, mais vous savez quoi, Il n'était pas américain, Brassens? Depuis que je présente ce livre, c'est la première fois qu'on me pose une question. Je sais pourquoi vous me posez la question, parce que je sais qui vous êtes. C'est la première fois qu'on me pose une question, alors que j'ai beaucoup parlé de l'autre phrase en exergue, la phrase de Victor Hugo qui dit « Je vois pas pourquoi les poètes ne sont pas rangés parmi les truands ». Mais c'est la première fois que... pourquoi Brassens? Parce qu'évidemment, parce que je l'aime beaucoup et que je le connais bien, mais là, bien, toute proportion gardée. Mais là, parce que ça rentrait parfaitement en écho avec ce que je dis dans le roman, autour de là.
Dis du bien de Brassens, il achètera ton livre. Oui, je sais. Et on peut savoir ce que c'est, on peut le lire. Alors, vas-y. Ah oui, les c'est deux, moyenâgeux, là. tu peux lire les deux, peut-être. Oui, le trou de la pomme de pin n'est plus qu'un bar américain, il a quelque chose de pourri au royaume de Truanderie. Donc c'était... les deux citations sont sur... non, pas sur le truand, sur l'entre-deux et la citation de Victor Hugo, je ne vois pas pourquoi les poètes ne sont pas rangés parmi les truands. C'est dans Notre-Dame de Paris et c'est le personnage de Pierre Gringoire, comme le prénom du personnage. Pierre Vous Gringoire. voyez Parce que les références sont... Dans Notre-Dame de Paris, Pierre Gringoire est ce personnage de poète, un peu dilettante, qui dit ne sachant rien faire, je me file de mon plein gré poète. Que mon personnage, ne sachant rien faire, c'est fait pas de son plein gré, mais traducteur, qui au début de Notre-Dame de Paris voit sa pièce jouer, ça se passe très mal, et petit à petit, par amour pour Esmeralda, il se rapproche de la cour des miracles et il devient truand. Donc c'est le personnage qui fait le lien, et comme le dit la citation, entre deux mondes, entre le monde des lettres et le monde de la truande. Et là, c'était plutôt dans l'autre de la citation de Brassens, c'est la même chose, mais dans une perspective diachronique, c'est-à-dire avec le temps, le remplacement d'une culture par une autre. C'est-à-dire l'américanisation du référent culturel français, qui est très présent dans le roman à travers tout ce qui est dit sur François Villon. Le trou de la pomme de pin étant un lieu fréquenté par François Villon. Oui, c'est ça. Oui, on parle beaucoup de Villon, je ne sais pas si on peut... Ce qui m'intéressait chez Villon, c'était d'abord évidemment l'argot, puisqu'il y a toute cette thématique de la traduction et de l'argot, mais il y avait quelque chose d'autre qui est... Bon, vous savez, Villon a une douzaine de ballades écrites en argot, ce qu'on appelle en jobelin, dont certaines dont on n'est pas sûr vraiment que ce soit de lui. Il n'y a pas de manuscrit, il y a 2 séries, une en France, une en Suède, je crois. Donc on pense qu'il y a quelques textes qui ont été peut-être écrits par Colin de Cailleux, enfin des amis à lui, mais ce qui est important surtout, c'est qu'on ne comprend pas ces textes. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses sur leur traduction, mais rien de vraiment définitif. Et généralement, l'hypothèse communément admise, c'est que ce sont des textes dans lesquels des truands, donc Villon, sans doute c'est aussi une hypothèse, Marcel Choix faisait partie de la bande des coquillards, et que ce sont des avertissements entre truands. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, utilise tel instrument... Mais il y a plus récemment une autre hypothèse. Bon, avant de dire quelle est la deuxième hypothèse, je vais faire un petit détour pour expliquer que quand j'ai lu des articles, enfin des textes plutôt sur le milieu de la pègre en France pendant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, il revient assez souvent l'idée que la pègre, enfin les truands français avaient un penchant pour Villon. Parce que Villon, c'est celui qui, dans ses textes, explique qu'il est devenu criminel à son corps défendant. C'est-à-dire qu'il a été forcé par la vie à agir comme mais qui n'était pas destiné à ça. Et pour les truands, c'est pas moi qui l'invente, puis je ne connais pas de truands, mais c'est ce que j'ai lu, c'était une façon de se justifier. Et en plus, Villon, c'était le truand qui tout d'un coup se retrouve au panthéon des lettres et de la culture, et donc c'était pour eux la perspective d'une rédemption. Donc j'avais lu ça, ça m'intéressait. Mais ensuite, donc la deuxième hypothèse qui est plus récente, mais qui date des années, ces années-là, des années 50-60, c'est qu'en réalité ces textes sont peut-être des textes homo-érotiques. C'est-à-dire des textes érotiques mais homosexuels. Et donc ce qui était très intéressant pour moi, c'était d'imaginer que ces truands qui, pendant longtemps, se prenaient pour François Villon dans un monde viril. En fait, c'était peut-être complètement l'inverse. Et donc, le rapport du réel et de sa représentation, en plus mis en lien avec... On lit beaucoup à cette époque que les truands se plaignent de l'américanisation de la nouvelle génération. Ils regardent trop le cinéma, ils voient trop, et alors ils se prennent tous pour Edward G. Robinson, ils portent des chapeaux gris-perle, ils utilisent des Browning plutôt que des couteaux, ils utilisent la voiture, parce que on commence à faire des enlèvements, on utilise la voiture. Donc il y a une espèce de guerre de génération, et donc il y a des gens qui imitent, des truands français qui imitent non pas des gangsters américains, mais des acteurs qui jouent les gangsters américains, qui peut-être n'ont jamais vu de gangsters américains eux-mêmes. Ça s'est passé par le filtre de l'art et par l'esprit
d'un scénariste, et la même chose pour François Villon. Donc c'était, voilà, la citation de Brassens, elle est aussi là-dessus. En lien avec Villon, ouais. D'autres... Dans ma façon de la lire. Hein, je veux dire. Ouais. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à des auteurs de séries noires, justement? Est-ce que j'ai eu des retours par rapport à des auteurs de séries noires? De votre livre, Non. Enfin, vous voulez dire des auteurs auxquels il fait allusion dans le roman ou des auteurs de séries noires en règle générale? Oui, qu'est-ce qu'ils ont pu penser de... Oh, ben, généralement hier j'étais présenté, j'étais à Bordeaux et c'est Hervé Lecor qui me présentait, qui est un auteur de séries noires, qui était un auteur de séries noires, maintenant il est chez Rivage, mais non, qui aimait beaucoup. Enfin, tout ce que je dis là, en réalité, d'abord c'est étayé, et puis tout le monde comprend que c'est pas une critique de la série noire, c'est un marchepied pour une construction intellectuelle, mais évidemment il n'y a pas de critique. Ce qui m'inquiétait plus, pour rebondir sur votre question, c'est plutôt ce que penseraient les traducteurs, plutôt les auteurs de la série noire. Et alors j'ai été, il y a 2 mois à peu près, j'ai été invité à un festival de traducteurs en banlieue parisienne, le VOVF, qui est un gros festival de traducteurs, et ils m'ont invité, non pas comme traducteur, mais pour ce livre, et ils avaient organisé une table ronde autour du livre, avec d'autres traducteurs, et des traducteurs beaucoup plus chevronnés que moi. Par exemple, Brice Mathieu-San, qui est le traducteur de Jim Harrison, et puis Michel Volkovitch, un traducteur du grec, et l'intitulé de la table ronde qu'ils avaient choisi, c'était le traducteur escroc, point d'interrogation. Eh bien oui, la réponse est oui. Là. Ils ont tous dit que oui, qu'ils étaient des escrocs, absolument, alors que moi je m'attendais à me faire découper en tranches, mais non, pas du tout. Alors, moi, la dernière question que je voudrais te poser, c'est sur finalement tes projets, ce sur quoi tu travailles maintenant. Alors, à la fois, peut-être dans l'écriture, si tu travailles sur un prochain roman, et peut-être aussi des projets de traduction. Voilà, qu'est-ce que tu... Oui, alors comme celui-là a été publié en mars, c'est pas très vieux, puis j'ai fait pas mal de promotions depuis, et puis Sastuline vient d'être publié il y a 3 semaines, donc je suis un peu en phase de transition. J'ai un roman qui est terminé, mais dont mon éditrice, et elle a raison, et je pense la même chose, pense qu'il n'est pas fait pour cette collection-là, qu'il n'est pas noir. Et donc, depuis un mois, là, on est en train d'essayer de le passer, de voir comment on peut le passer dans une autre collection de Gallimard. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour les traductions, j'ai pas de traduction signée, mais moi, je fonctionne pour la traduction, je fais le scout, comme on dit, c'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher les textes. Comme j'ai été universitaire pendant longtemps, j'ai quand même beaucoup de contacts en Amérique latine, donc je cherche des textes, je lis et je propose aux maisons d'édition. Donc voilà, j'en ai proposé un à Stéphanie Delestré avant les vacances et je pense qu'on va signer ça. Je suis en train d'en proposer un autre, un texte court d'un auteur guatémaltèque et une autre maison d'édition. Je suis dans ce processus-là pour l'instant. Ok. Voilà. Donc je ne travaille pas trop. Donc pour le public, vous précisez qu'on poursuivra le fil de la traduction, puisque le premier rendez-vous en 2023 à Pujol, ça sera un rendez-vous avec Jacques Mayos, qui est un excellent traducteur, et pour une soirée autour de l'auteur Édouard Abbé, dont il a traduit presque toute l'œuvre pour les éditions Gallmeister, et ça sera en partenariat, une fois n'est pas coutume, avec la librairie Le Gang de la Clé à Molette. On fera une infidélité à l'ivresse. Donc voilà, on poursuivra ces réflexions sur la traduction. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais tout simplement te remercier infiniment, Sébastien, d'être venu à Pujol. Et rendez-vous. Non, merci à toi pour tous les efforts pour faire venir Stéphanie et puis moi. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez dévaliser l'or, et puis Sébastien peut vous mettre en dédicace un petit mot. Merci beaucoup à vous.